Bonsoir à tous, où que vous vous Bonsoir. trouviez. Voilà, nous allons donc ensemble participer à ce nouvel épisode des entretiens d'été. Entretiens qui, à travers, je dirais, une balade quelque part dans les identités qui ont été abordées jusque-là, et elles ont été fort diverses. Balade qui va nous amener aujourd'hui à envisager l'identité maçonnique à travers un sujet qui est donc la franc-maçonnerie, une voie vers l'autre. Et pour cela, nous entendrons donc Corinne Brecher-Lenoir, de papier. Donc, Corinne est gynécologue obstétricienne de formation et de profession, mais elle est aussi membre du collège scientifique du CIRDH France Weldmann. Il s'agit du centre de formation à l'aptonomie, France Weldmann étant celui qui a mis au point la méthode de l'aptonomie. Elle est donc aussi membre du comité de rédaction de présence aptonomique. Donc, comme vous le comprenez, à travers son métier, elle est très tournée vers la relation, puisque là, il s'agit de la relation, je dirais, au fœtus à travers le ventre de sa mère. Mais bon, je ne vais pas me lancer dans l'aptonomie. Donc, Corinne est également franc-maçonne à la Grande Loge féminine de France depuis plusieurs décennies, on va dire. Elle est membre de la Commission des droits des femmes, ce qui ne vous surprendra certainement pas, mais elle est aussi membre de la Loge nationale de recherche Bathilde de Vérité. Elle est aussi la directrice de publication de la revue de la Grande Loge féminine de France, Voix d'initiés, et elle a, à ce titre en particulier, contribué à la rédaction de plusieurs thématiques, dont, et je crois que ça c'est important pour elle, du destin biologique à la liberté, les femmes et la santé, Penser, un défi pour être libre, et un autre numéro qui était la différence et l'indifférence. Et bien d'autres encore, mais on va dire que ce sont trois essentiels pour Corinne. Voilà, une brève présentation de Corinne avant de laisser… Alors, je précise que peut-être vous allez trouver l'écran de Corinne un peu flou. On va dire que c'est un effet d'optique, Corinne, voilà. Mais n'essayez pas de frotter sur votre ordinateur, ça n'a rien à voir avec ça. Voilà. Alain Noël, je te laisse présenter nos Très, modérateurs de ce soir. très volontiers. Eh bien, pour se pencher sur la question de l'identité maçonnique, ou du moins de sa possibilité par rapport aux autres identités, nous avons demandé, comme d'habitude, à deux modérateurs, une modératrice et un modérateur, qui sont évidemment francs-maçons. La première, c'est Noël Martin, qui est professeur de lettres, qui a aussi été maire adjointe dans le domaine du social, et qui, sur le plan maçonnique, bien sûr, est membre de la Grande Loge féminine de France, dont elle a été l'ancienne grande secrétaire. Elle est aussi membre du bureau de l'IMF, de l'Institut maçonnique de France, c'est-à-dire la structure associative qui organise le salon maçonnique du livre à Paris. Au niveau de son engagement maçonnique, elle était membre de la Commission nationale d'histoire et de recherche maçonnique. Et surtout, elle est membre de la Loge nationale de recherche de la Grande Loge féminine de France, qui s'appelle Bathilde de Vérité, et dont je pense qu'elle est la secrétaire, si j'en crois les mails que je reçois régulièrement. Voilà pour Noël Martin, qui connaît bien sûr Corinne Brecher-Lenoir, puisqu'elles font partie de la même obédience et de même structures associatives. Du côté de masculin, nous avons demandé à William Emmanuel, qui est membre de la Grande Loge de France, d'assurer la modération sur le plan masculin. William Emmanuel nous vient d'une île lointaine que je connais très bien. Il a été journaliste politique, puis économique et financier. Il est actuellement consultant en finance et en stratégie pour des entreprises et des fonds d'investissement depuis 2007. Il est l'auteur de plusieurs livres, dont un livre récent sur la démocratie, Nous, le peuple, qui fait référence bien entendu au début de la Constitution américaine, We the People. Il est surtout membre fondateur et président
d'un nouveau mensuel littéraire qui s'appelle Bastille Magazine, que je vous encourage à lire attentivement. Il est membre de la Grande Loge de France, il est cofondateur d'une respectable loge qui s'appelle Albert Lantoine, l'une des plus dynamiques de cette maison, et il fait partie de la rédaction de Point de vue initiatique, qui est l'organe de la Grande Loge de France habituelle. Voilà pour l'essentiel de nos deux modérateurs. Je vais donc laisser la parole maintenant à Corinne Drescher, ma sœur et confrère, si je puis dire, qui va parler de l'identité maçonnique. Et Marie-Thérèse et moi, nous allons disparaître de vos écrans et nous réapparaîtrons tout simplement à la fin de la conférence vers 20h45, 20h50. Nous avons pris comme principe de finir à 21h. Pour les questions que vous souhaitez poser, vous les posez exclusivement par l'onglet Q&R et en tapant vos questions. Et Noël et William sont chargés de reprendre les questions, de les synthétiser et d'assurer le dialogue avec Corinne Drescher-Lenoir. Voilà, bonne conférence, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Eh bien, bonjour à tous, mes frères, mes sœurs et mes chers amis. Tout d'abord, je souhaitais remercier Marie-Thérèse Besson et Alain-Noël Dubard pour leur invitation. Je suis consciente de la lourde responsabilité qui m'incombe et je n'ai pas longtemps hésité dans cette proposition de parler de la franc-maçonnerie dans le cadre du thème de cette année. La féministe que je suis l'a pris comme un défi transgressif, qu'il me soit demandé, parmi les conférenciers de cette année, d'être la voix d'un mouvement qui a longtemps dénié aux femmes le droit et la capacité d'en faire partie. Je n'en ferai pas toutefois le cœur de mon propos, même si je ne pouvais taire le fait que la franc-maçonnerie n'a pas échappé aux discriminations. Je reconnais qu'avec cette introduction, je tombe à pieds joints dans des considérations sur l'identité de sexe ou de genre, alors que j'avais surtout envie de vous exprimer mes réticences face précisément à ce concept d'identité dont je me méfie beaucoup. En ce qui concerne les femmes, cette identité nous est la plupart du temps imposée avec tous les stéréotypes qui l'accompagnent. Je n'aime pas le mot identité. Il évoque pour moi une assignation, un statut qui emprisonne. J'y associe de fait l'adjectif identitaire qui met l'accent sur les différences et par là même devient source de conflit. Il est de nos jours une revendication politique d'exclusion qui réveille, hélas, des démons de sinistre mémoire. Mais qu'est-ce que l'identité, en effet? Finalement, existe-t-elle? De l'identité, je connais la carte du même nom, qui porte mon patronyme, le prénom que m'ont donné mes parents, ma photo, et qui prouve ma nationalité française. Mais quelle est l'identité qui me définit? Mes origines, ma généalogie familiale, mon métier, mon sexe, mon statut social, ma peau blanche, mes cheveux blonds, ou le fait d'être une franc-maçonne. Nos identités sont multiples et fluctuantes selon les circonstances et ce qu'on veut bien en retenir. Les catégories d'appartenance peuvent servir aux statistiques et aux sociologues, mais nous savons bien que ce ne sont que des oripeaux dans le grand théâtre de la vie, qui ne révèlent rien de notre vérité intime. Il y a ce que les autres voient de moi, dont je ne suis pas consciente, et que parfois je ne connais pas moi-même, mais qui me catégorise et je ne peux pas préjuger des effets sur les autres de ce que je trahis de moi. Il y a ce que je sais de moi, mais que vous ne connaissez pas, que je ne souhaite pas forcément révéler. Et il y a une part de moi qui m'est inconnue, autant qu'elle est inconnue des autres, et qui est l'objet de toute quête existentielle. C'est parce que l'autre existe, celui qui diffère de moi, que je vais me construire des éléments d'identité. La conscience de l'identité s'inscrit toujours dans une relation interactive à autrui. C'est le propre de la construction de l'être dès sa naissance et du développement de sa conscience. Nous élaborons une idée de nous-mêmes en fonction soit de l'estime, de la confiance, de l'amour que nous recevons, ou au contraire du rejet dont nous sommes l'objet. Autrui est intégré à notre conscience d'être. Il y a une très belle citation d'Albert Jacquard qui dit « Je suis fait des regards échangés, je suis devenu moi en affrontant les autres. La métamorphose qui a fait de mon individu une personne a été déclenchée par ces rencontres. » Nous verrons précisément comment cette dynamique est active en franc-maçonnerie, puisque c'est ainsi que j'ai choisi d'aborder le sujet. Alain Noël m'avait suggéré effectivement de parler de l'identité de la franc-maçonnerie et d'expliquer ce qui la distingue des autres courants de pensée.
N'y a-t-il pas autant de franc-maçonnerie qu'il y a de francs-maçonnes et de francs-maçons? Chacune ou chacun en ayant une attente différente. Comment la définir alors qu'elle est depuis 300 ans, elle a évolué en fonction des époques et du contexte social et politique. À notre époque même, la multiplicité des obédiences permet-elle de distinguer un esprit commun? Y a-t-il une franc-maçonnerie authentique que les autres? Celle qui se revendique de la régularité accordée par la Grande Loge unie d'Angleterre et qui représente statistiquement la majorité des francs-maçons de la planète, ou est-ce la franc-maçonnerie dite adogmatique à la française dont nous sommes si fiers? Je sais que vous qui êtes derrière votre écran ce soir, vous êtes majoritairement des francs-maçonnes et des francs-maçons. Je ne vais donc pas prétendre vous parler en sa bande et vous apprendre grand-chose sur la franc-maçonnerie. J'exprimerai simplement ce que représente pour moi la franc-maçonnerie afin que nous puissions partager nos points de vue. Je me considère donc comme une simple franc-maçonne dont l'initiation remonte à plus de 40 ans, ce qui fait que cet engagement a occupé plus de la moitié de ma vie. Je suis une femme ordinaire avec une exigence en plus, pour reprendre la définition attribuée à Gisèle Faivre. Il faut donc bien que cet engagement m'ait apporté quelque chose d'indispensable pour garder cette constance, tout comme je sais qu'il a façonné mes choix dans toutes les aventures de ma vie, comme une petite lumière qui veille sur le chemin, ou comme une lampe que l'on tient quelquefois les embûches ou le temps mauvais. Pour comprendre ce qui attire toujours vers la franc-maçonnerie des hommes et des femmes bien différents, il faut probablement remonter à la source et dépasser les querelles d'obédience et les nuances automatiques, les reconnaissances des unes et des autres, qui parfois ont des relents identitaires pas très glorieux. Je n'insisterai pas sur les débats des éminents historiens de la franc-maçonnerie sur la primauté d'une origine écossaise ou anglaise à partir des confréries de métier. Les études actuelles sont partagées donc, entre une transition progressive à partir des loges de maçons opératifs qui fonctionnaient dès le XVIe et XVIIe siècle et une apparition d'ordres spéculatifs. Ce qui est évident, c'est que la franc-maçonnerie naissante a bien emprunté l'histoire mythique des bâtisseurs, les rituels, les coutumes et le vocabulaire des loges opératives de métier. Londres 1917 est la date symbolique de la création de la première grande loge, structurée dans une forme plus familière et dont les membres n'étaient pas du métier mais des francs-maçons spéculatifs. C'est 4 loges qui se sont fédérées, qui décident d'élire un grand maître et de fonctionner ensemble. C'est un récit fondateur, communément retenu, même s'il est historiquement beaucoup plus nuancé. Restions le contexte. Au XVIIe siècle, la guerre de 30 ans entre catholiques et protestants avait déchiré l'Europe. Quasiment en même temps, l'Angleterre, l'Écosse et l'Irlande se divisaient sur les questions religieuses et civiles dans ce qu'on appela la guerre des 3 royaumes. Avant que la glorieuse révolution instaure une véritable monarchie constitutionnelle et parlementaire et de nouvelles libertés qui accompagneront précisément le bouillonnement des idées qui a traversé l'Europe au XXe siècle. L'élite intellectuelle de l'époque, savants, philosophes, artistes, traversait les frontières en dénonçant les fanatismes et les dogmes religieux qui suivent les hommes. Et il prônait la tolérance et la raison. Le développement des sciences et des inventions techniques ont supplanté les superstitions. L'esprit de tolérance religieuse et l'espoir de paix qui habitait le siècle des Lumières se retrouvent donc dans la fondation de la Grande Loge d'Angleterre, qui marque une volonté de transcender les divisions des religions constituées pour tendre vers l'universalisme. C'est en traversant la Manche que les exilés jacobites, suivis par les francs-maçons britanniques, ont apporté l'esprit des loges en France dans l'ambiance libérale de la Régence. Dans le courant du XVIIIe siècle, les loges maçonniques, à l'instar du mouvement intellectuel, vont alors se diffuser dans toute l'Europe. Mais les humains sont les humains. Il y a bien des rivalités entre les hanovriens et les jacobites, les anciens, les modernes, les anglais, les irlandais, ainsi que la création de différents rites qui tirent chacun orgueil de leur spécificité, qui perdure jusqu'à présent, reconnaissons. Kant a théorisé l'associable sociabilité. Il écrit que la nature de l'être humain est faite tout à la fois d'une inclinaison à s'associer à l'autre pour exister et d'une nécessité à se singulariser par besoin de diriger ou d'imposer son point de vue. C'est ainsi que pour lui, l'existence humaine s'exprime dans la résistance. L'être humain est tiraillé, mais libre de choisir entre son égoïsme et sa raison.
Il est amené à composer entre ses appétits de pouvoir et de cupidité et la domestication de ses désirs qui crée la civilisation. Bien. Cela ne nous rappelle-t-il pas les mauvais compagnons? En franc-maçonnerie, on dit en franc-maçonnerie, on dit bien que les oppositions doivent être nécessaires et fécondes. Ce sont les constitutions de Laverson, écrites en 1721, qui ont élaboré l'idée d'une religion que les hommes acceptent en laissant à chacun son opinion particulière, quelles que soient les croyances qui les distinguent. Je cite. Ainsi, la maçonnerie devient le centre de l'union et le moyen de concilier une véritable amitié parmi des personnes qui auraient dû rester perpétuellement éloignées. Bon, il y a bien un petit bémol à cette histoire, un autre article de la Constitution qui indique que les personnes admises comme membres d'une loge doivent être des hommes bons et loyaux, mais libres, ayant l'âge de maturité d'esprit et de la prudence, ni serfs, ni femmes, ni hommes immoraux ou scandaleux, mais de bonne réputation. Si la confiance en la moralité de ses membres est un critère nécessaire, en la réservant aux êtres libres de naissance, cette franc-maçonnerie a donc exclu sans se poser de questions les serfs et les femmes. Dans le contexte de l'époque, c'était donc une universalité assez limitée qui acceptait l'esclavage et la servitude métégémonique. La situation était sensiblement différente en France, où l'interdit des pasteurs en personne n'avait pas franchi la Manche. Et par l'intermédiaire des loges d'adoption, les femmes, principalement les aristocrates en salon, participeront au mouvement des idées et à la naissance de cette nouvelle société. Le discours de Ramsay, en 1736, qui participa à la création de la franc-maçonnerie française, a une allure plus universelle en associant tous les peuples du monde et résume parfaitement le projet de cette sociabilité voulue. Je me permets de vous en rappeler des extraits. Les législateurs politiques n'ont pu rendre leur république durable. Quelques sages qu'aient été leurs lois, elles n'ont pu s'étendre dans tous les pays et dans tous les siècles. Comme elles étaient fondées sur les victoires et les conquêtes, sur la violence militaire et l'élévation d'un peuple au-dessus d'un autre, elles n'ont pas pu devenir universelles, ni convenir au goût, au génie et aux intérêts de toutes les nations. La philanthropie n'était pas leur base. Le faux amour d'une parcelle d'hommes qui habitent un petit canton de l'univers et qu'on nomme la patrie détruisait dans toutes ces républiques guerrières l'amour de l'humanité en général. Les hommes ne se sont pas distingués essentiellement par la différence des langues qu'ils parlent, des habits qu'ils portent, ou des coins de cette fourmilière qu'ils occupent. Le monde entier n'est qu'une grande république dont chaque nation est une famille, chaque particulier un enfant. Voici sûrement la profession de foi qui peut réunir toutes les francs-maçons et tous les francs-maçons du monde, quelle que soit leur obédience et quel que soit leur rite. Elle a conditionné effectivement les prises de position principalement philanthropiques dans la franc-maçonnerie anglo-saxonne ou plus sociale et politique en France. Surtout, pardon, Corinne, excuse-moi, je me permets de t'interrompre 2 minutes. Nous avons beaucoup de personnes qui sont ici et qui nous signalent, et effectivement, le son est extrêmement mauvais. On perd un mot sur 2. Est-ce que tu peux essayer, c'est un essai peut-être, je pense que tu as un problème avec ton micro. Est-ce que tu peux essayer de parler peut-être plus lentement, en articulant bien? Peut-être que ça compensera un petit peu le micro. C'est pour faire un essai, pour essayer d'arranger ça. OK? Excuse-moi de t'avoir interrompu. Non, tu as bien fait, parce que voilà, articule, on va entendre, c'est pas la peine. Voilà, articule, parle lentement et peut-être que ça ira mieux. J'essaie de me rapprocher de mon écran. Je ne sais pas où est le micro et où, si ça peut être mieux ou pas mieux. Voilà, ben c'est pas mal là, mais parle lentement, articule. Hein? OK? Merci, Corinne. Bon, je parlais donc des positions politiques et sociales de la franc-maçonnerie en France, surtout au XIXe siècle et à la Troisième République, dont l'histoire a retenu donc l'action des francs-maçons dans le progrès, l'évolution des droits physiques et bien sûr la laïcité. Mais il faut quand même préciser que ceux qui nous rejoignent pour ces motifs peuvent parfois être déçus et déstabilisés si on fait abstraction de la dimension particulière de la démarche maçonnique qui est à caractère
initiatique. En effet, pour être heureux en franc-maçonnerie, il vaut mieux être d'abord en questionnement sur soi, accepter la remise en cause, l'abandon de ses certitudes et de ses a priori, l'ouverture sur plus grand que soi, et aussi le bonheur que donne un certain vertige de l'absence de réponse. On sait bien qu'il y a différents types d'initiation. Dans les sociétés traditionnelles, l'initiation subie servait à inscrire l'individu dans le groupe social et dans une classe d'âge. Dans les initiations choisies, il n'y a pas d'inscription sociale déterminée, mais il s'agit d'élever la conscience de la postulante ou du postulant, son imaginaire, son affectivité tout autant que son esprit, par la transmission des récits fondateurs et les bouleversements émotionnels de l'épreuve proposée. C'est aussi un chemin qui nous permet d'approcher la perception du sacré et d'ouvrir des réponses personnelles à ces questions sur sa place sur Terre et dans le cosmos. C'est un champ d'investigation infini, bien sûr, que ce soit au dehors ou à l'intérieur de soi. La franc-maçonnerie s'est donc inscrite comme une des principales sociétés initiatiques du monde occidental. Une initiation choisie et demandée par celle ou celui qui frappe à la porte du temple, même si elle ou il est dans l'ignorance de ce qu'il va y trouver. Après sa origine, la franc-maçonnerie a voulu se rattacher à l'idée d'une tradition primordiale, transmise par une grande chaîne d'initiés depuis l'Antiquité. Ramsay évoquait dans son premier discours les différents mystères des initiations anciennes. Et après avoir loué le goût pour les arts libéraux et l'architecture, il précise: il y a eu dans tous les pays et dans tous les siècles des architectes, mais tous ces architectes n'étaient pas des francs-maçons initiés dans nos mystères. Chaque famille, chaque république, chaque empire dont l'origine est perdue dans une antiquité obscure a sa fable et sa vérité, sa légende et son histoire, sa fiction et sa réalité. La différence qu'il y a entre nos traditions et celles de toutes les autres sociétés humaines est que les nôtres sont fondées sur les annales du plus ancien peuple de l'univers. Bien sûr, c'est une légende, plus qu'une réalité historique. Et certains ont pu dire, par contre, que la franc-maçonnerie, avec un syncrétisme certain, a emprunté aux diverses traditions humaines qui l'ont précédée. Les rituels ne sont pas fixés dans le marbre. Nous savons que les loges de toute l'Europe étaient foisonnantes au XVIIIe siècle et que les rituels étaient porteurs de l'imagination fleurie de tous leurs rédacteurs. Ce n'est qu'au fur et à mesure que les rites se sont structurés, uniformisés, en même temps que les obédiences. La franc-maçonnerie n'échappa pas non plus à la fascination pour les sciences occultes. La question du comment et du pourquoi sont les deux voies qui s'ouvrent à l'être humain entre la démarche scientifique et la quête métaphysique. La franc-maçonnerie fut donc traversée aussi par un courant ésotérique et mystique. Il faut dire que les philosophes, les scientifiques du XVIIIe siècle, dans la droite ligne des penseurs de la Renaissance, s'intéressaient aussi à l'hermétisme et à l'alchimie, qui ont donc tout naturellement imprégné la façon dont se sont construits les rituels maçonniques. La franc-maçonnerie contemporaine, en étant toujours plongée dans ses racines historiques, est un monde délicieux dans lequel il nous est proposé de nous immerger, au minimum 2 fois par mois, un rendez-vous dans un ailleurs hors du temps, au rythme très codifié. De l'extérieur, d'ailleurs, pour les néophytes qui les découvrent, les rituels sont un parfum désuet. Ils gardent un vocabulaire emphatique d'un XVIIIe siècle, un peu poudré. Bien sûr, à notre époque, les intérêts ont évolué, les progrès de la science ont apporté de nouvelles réponses et de nouvelles préoccupations qui ont remisé l'alchimie au rang d'une approche plus symbolique, coopérative. La franc-maçonnerie a gardé toutefois cette idée d'une perfectibilité du monde et des êtres et le besoin de comprendre leur fonctionnement en théorisant les liens entre l'univers, le monde terrestre et l'infiniment petit. On peut constater que macrocosme et microcosme se déclinent toujours, même en biologie et en astrophysique. Donc l'initiation maçonnique est une alchimie par elle-même, une promesse de transformation. Mort symbolique, lâcher prise, abandon des anciens conditionnements, prise de distance avec l'identité que notre monde social et notre éducation ont façonnée,
extérieurement pour développer une conscience qui se détache de cette individualité. Le chemin maçonnique, finalement, est pavé de construction, déconstruction et reconstruction sans fin. Il est un long processus de maturation qui est destiné à réunifier les forces contraires qui nous animent. Cette renaissance symbolique est censée nous réconcilier en nous dotant d'une conscience élargie du monde auquel nous appartenons. C'est ainsi que la franc-maçonnerie est un des chemins possibles vers l'altérité. L'altérité est la question de la relation entre soi. Excusez-moi, mais je ne me vois plus. Est-ce que je suis sortie ou est-ce que Non, Corinne, nous te voyons toujours. Tu es toujours là. Ah bon, d'accord. C'est mon ordinateur qui fait les siennes. Je me permets de te redire de parler près du micro, oui. lentement, parce qu'on entend dans ces cas-là. Merci. D'accord, très bien. Bon, donc je disais que la franc-maçonnerie est un des chemins possibles vers l'altérité. Puisque l'altérité, comme je l'ai déjà dit, est la question de la relation entre soi-même et l'autre. Mais qui est l'autre? Celui qui diffère de moi ou celui avec qui je vais me trouver des ressemblances et des points communs? En plus, comme nous sommes tous polyidentitaires, fort heureusement, grâce au brassage culturel de nos sociétés, nos différentes identités peuvent se toucher ou se croiser. Si cette prise de conscience nécessite de vivre l'altérité, c'est donc à la fois par un mécanisme d'identification qui nous permet de nous reconnaître comme appartenant à une communauté de semblables, mais aussi par une confrontation à la différence. C'est un moyen de faire émerger ce qu'on pourrait appeler notre soi unique et inaliénable. Et que veut dire être soi? Qui parle quand je dis je? Quelle est la partie de moi qui s'exprime parmi les multiples voix qui y dorment? Dirais-je avec Rimbaud, je est un autre. Cet autre est-elle celle que je ne suis pas encore et que je peux découvrir si je veux bien faire un pas de côté d'un sillon imposé? C'est en partant finalement à l'aventure que notre ipséité va se révéler. C'est dans l'expérience des mouvements de mon âme, dans le sens de ce qui m'anime, bien sûr, et dans l'éveil de mon esprit que je peux entrevoir l'infini de la connaissance en perpétuelle évolution. Il y a à la fois donc une altérité intérieure, un dialogue interne qui se manifeste dans l'éprouvé, et une altérité qui passe par la rencontre de l'autre en dehors de moi, là où identité et altérité sont en lien. Car le creuset dans lequel le travail d'évolution se fait en franc-maçonnerie, c'est la loge, comme un monde condensé. Il ne s'agit pas d'assimiler la franc-maçonnerie à un simple processus de développement personnel tourné sur soi. En effet, elle ne peut se distinguer du collectif, qui est à la fois le moyen de mieux se connaître par la confrontation à l'autre qui nous impose, et aussi un environnement mouvant qui va se transformer et évoluer par l'action de chacun de ses membres. La loge, en effet, se crée, elle change, elle se transforme, elle souffre parfois, ou grandit comme une entité vivante. De même, nous sommes appelés à prendre place et à agir. Nous n'avons pas de place figée, pas de rôle prédéterminé, et une acceptation de l'imprévisibilité, je permettrai de dire, et de l'évolution de notre singularité. Nous sommes à la fois seuls et ensemble. La tradition maçonnique a un contenu culturel dont nous assurons la transmission dans une chaîne à travers le temps et l'espace, que l'on peut donc assimiler à une dynamique et à un devenir perpétuellement renouvelé. Il n'y a pas de dogme et de vérité révélée en franc-maçonnerie, mais une méthode qui est inspirée de l'histoire de l'humanité où chacun est libre de faire ses connexions ou ses analogies personnelles, d'y puiser les enseignements dont il fera ce qu'il veut, en toute liberté. Acteurs, récepteurs, émetteurs, nous sommes tout à la fois dans une chaîne qui va faire sortir de nous le trésor d'humanité, révélé dans l'interrelation vécue. Et si nous acceptons de jouer le jeu de l'engagement et du serment qui nous lie sans limite de temps. L'altérité en pratique donc exige une volonté de compréhension des autres,
et elle est source de dialogue et devrait permettre des relations pacifiées. Lévinas a écrit « Rencontrer un homme, c'est être tenu en éveil par une énigme ». Nous savons que ce n'est pas si simple et que cette faculté dépend de notre propre sécurité interne pour accepter la relation. Dépasser la peur de l'étrange, de la différence qui réveille parfois nos monstres intérieurs et nos réflexes de rejet protecteurs. Cette éducation à la rencontre, au changement, est un apprentissage de liberté qui ne peut se proclamer comme un idéal purement théorisé. C'est une épreuve sur laquelle il faut remettre constamment son ouvrage et un appel à la responsabilité. Je me rends compte que je n'ai pas prononcé le mot fraternité, ou même celui de sororité, je le dis sans malice, alors que la fraternité est intégrée à notre devise. En fait, ce mot est au cœur du raisonnement et du binôme fraternité-altérité, car il conjugue de façon complexe, précisément, ce qui est de l'ordre du semblable et de l'acceptation de la différence. La vie ne se pense pas, elle vibre et elle est, de même les idées ne peuvent se désincarner. Les gestes de notre rituel nous le rappellent, le mouvement et les sens structurent nos actes et sont indispensables à la réalité de la rencontre. La parole même ne se libère que dans le désir et l'émotion. Elle est constitutive de notre échange au monde. La mise en acte, donc, nécessite de sortir de notre confort, d'abolir nos protections et d'oser laisser émerger une voix, un élan nouveau. Nous en avons eu une conscience exacerbée en ces derniers temps de Covid, où la rencontre physique nous a manqué. Je sais que ces paroles peuvent paraître incongrues alors que je me suis pliée ce soir, comme vous, à l'exercice du virtuel. Nouvelle adepte du dieu Zoom, contre lequel pourtant j'ai tant testé, et dont nous prolongeons encore la pratique dans ces réunions d'été, certes avec le motif louable de maintenir un lien malgré les distances, mais ce lien désincarné, nous le savons, ne suffit pas à notre humanité. Il n'y a qu'à nous souvenir de la joie que nous avons tous ressentie lorsque nous avons pu bénéficier de la reprise de notre vie. Et cette reprise nous a permis, hélas, de constater au passage des désaffections dans les loges. Et c'est une question que se posent bien sûr la plupart des obédiences devant cette perte d'intérêt apparent. Est-ce une régression des idéaux qui nous portent et de la notion d'universalité? Sommes-nous devenus ringards? Certes, il y a la dureté du contexte social, mais aussi une contestation actuelle de ce que l'on appelle l'esprit des Lumières, au nom de la défense des particularismes. L'universalisme est-il une utopie ou est-il voué au déclin? C'est une vraie question. Et nous avons choisi d'en faire un des prochains sujets de la collection Bénédictine. Pourtant, contrairement à ce qui est souvent reproché à notre époque, où le communautarisme triomphe, l'universalisme n'est pas un effacement de l'être dans sa singularité. On lui reproche parfois d'être une théorie artificielle, figée et imposée par la civilisation occidentale dominante. Mais n'est-elle pas la conscience d'un destin commun de l'humanité, d'une créativité collective possible? C'est clairement inscrit dans nos principes. Les francs-maçons cherchent à réaliser l'unité dans la diversité. Je ne sais pas si les francs-maçonnes et les francs-maçons sont de doux rêveurs, des utopistes incorrigibles qui ont de moins en moins d'influence, alors que bien sûr notre planète ne se limite plus aux anciennes frontières qui balisaient l'espace dans les siècles qui nous ont précédés. Et les francs-maçonnes et les francs-maçons savent d'expérience que c'est cette dynamique collective qui se vit dans la loge qu'il faudrait transposer dans le monde. C'est dans un monde dont les membres se reconnaissent et se respectent que peuvent s'établir des droits universels, c'est-à-dire des droits pour tous. Le bien commun, finalement, est un combat contemporain pour la franc-maçonnerie, dans un monde menacé par les dérives de la spéculation économique, les aléas climatiques, la raréfaction des ressources énergétiques et la guerre, toujours présente hélas, comme l'actualité nous le rappelle. S'unir pour privilégier le beau et le bon dans un monde commun à tous, c'est certainement la réflexion la plus actuelle que nous pouvons partager. Bon, s'il n'est pas possible, bien sûr, de révolutionner la planète d'un coup de baguette magique,
J'ose penser que les forces, les connaissances et la conscience que chacune ou chacun va développer en franc-maçonnerie lui permettra au moins de faire sa part dans les actes qu'il est amené à poser dans la société. Merci, ma très chère sœur Corinne. Je rappelle aux participants que pour poser vos questions, il faut écrire un texte sur Q et R. Pour le moment, nous avons surtout des questions relatives aux problèmes techniques que nous avons rencontrés. Je suis vraiment désolée. Mais nous attendons avec impatience toutes vos questions sur ce travail. Pour ma part, je voudrais revenir sur une citation que vous avez donnée au cours de ce travail. Il s'agit de la citation de Kant qui parle de l'insociable sociabilité. Et ma question est de savoir si on pourrait dire que la franc-maçonnerie qui nous invite à prendre une voie vers l'autre, la franc-maçonnerie serait-elle une nouvelle forme de sociabilité dans laquelle l'être humain ne serait plus en résistance? C'est pas si simple, parce que la résistance fait partie de la vie. Et j'oserais dire que l'altérité, c'est aussi une sorte de résistance, une dialectique intérieure qui ne va pas de soi. En fait, bon, ce que disait Kant, effectivement, c'est que la lutte, le conflit est au principe de l'histoire humaine et de la nature humaine. Mais l'être humain, effectivement, est perpétuellement dans une dialectique du conflit. Il est contraint à une solidarité et finalement, pour pouvoir avancer, il est contraint, disait-il, à une solidarité des égoïsmes. Bon, si la sociabilité, c'est l'ensemble des relations interpersonnelles entre les individus, ces relations, elles sont choisies, elles sont réciproques. Et je dirais qu'au-delà de l'instinct primitif de survie, les phénomènes de sociabilité, ce sont les phénomènes de sociabilité et de solidarité qui augmentent, qui perfectionnent les conditions de la sécurité et du plaisir de la vie. Donc forcément que l'être humain va, à travers la force de ses besoins, discipliner ses penchants, développer ce qu'on appelle la civilisation. Donc, cette morale de la rencontre, si j'ose dire, c'est un équilibre, toujours, entre toutes les forces auxquelles nous sommes soumis. Je dirais peut-être que c'est effectivement une intégration du pavé mosaïque. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais... C'est votre réponse? Et la mienne. William? Alors, je vais vous répercuter une question des internautes. Est-ce que la franc-maçonnerie n'est-elle pas une voie vers l'autre grâce à l'expérience du ternaire, nous apprenant à dépasser le binaire et les contradictions pour réunir ce qui n'était pas, réconcilier les inconciliables et ainsi devenir plus attentif à l'autre, plus tolérant, plus ouvert? Oui, mais c'est précisément ce que je viens de dire, quelque part, puisque nous sommes toujours dans des forces contradictoires. Et c'est ce que l'on va découvrir, c'est cette espèce de travail sur soi qui va nous permettre d'avoir conscience de nos forces contradictoires et qui nous animent nous intérieurement, qui animent aussi la relation à l'autre. Et c'est en la dépassant, bien sûr, grâce à la voie la voie vers l'autre, grâce à la vérité, que l'on va pouvoir créer un équilibre à la fois intérieur et sociétal. Merci, ma sœur. Alors, une autre question. La franc-maçonnerie ne s'identifie-t-elle pas comme une religion adogmatique réunissant les hérétiques? Les hérétiques par rapport à la religion constituée, j'imagine. Voilà. Des hérétiques, je ne sais pas. Une religion dans le sens de relier les êtres humains, oui. Après, je ne vais pas rentrer dans les considérations sur une franc-maçonnerie théiste, déiste,
libres penseurs. Bon, ce sont différents courants, comment dire, différentes façons. Au démarrage, elle était effectivement l'idée d'une religion universelle. Voilà. Après, on y trouve en tout cas certainement l'idée de réunir des êtres humains pour donner sens à leur vie. Alors, je suis désolée, il y avait une deuxième partie à la question. C'est réunissant des hérétiques, recherchant ensemble l'accomplissement singulier pour le bonheur de tous. Oui, c'est ça. C'est finalement la conclusion que je fais. Voilà. C'est surtout le bonheur humain que nous cherchons et la perfectibilité du bonheur humain. Et alors pour prolonger cette question, il y a aussi une autre question qui est pourquoi, mais peut-être en quoi la méthode maçonnique permet-elle une plus grande tolérance à l'autre dans sa différence? Bon, comment y répondre? Je crois que c'est tout le processus, effectivement, de ce qui se passe dans la loge, puisque nous sommes au sein d'un collectif, que nous apprenons aussi que nous apprenons par la méthode maçonnique, j'allais dire, à discipliner et codifier notre parole, à être à l'écoute, c'est-à-dire que nous ne rentrons pas dans la polémique, nous ne nous adressons pas à l'autre directement, nous nous adressons à la collectivité. Et la parole est toujours dans une triangulation. Donc, j'allais dire, c'est une espèce d'autodiscipline personnelle qui donne un espace pour être à l'écoute et qui donne un espace à l'autre, autant qu'il nous permet à ce moment-là de ne pas être d'emblée dans la polémique ou le conflit. C'est vraiment ça le sens de la méthode, cet espace particulier où la triangulation, l'écoute et la discipline à la fois physique, puisque physiquement nous ne nous présentons pas n'importe comment, et puis il y a un rituel, et puis il y a un ordre, et qu'il y a une parole aussi qui n'est pas spontanée mais réfléchie. Merci. Alors, une autre intervention, une autre question. Le désir d'être serait-il un autre ou être encore plus lui-même? La franc-maçonnerie propose-t-elle un exil provisoire du je au profit du nous en fraternité? Si cela est possible entre francs-maçons, n'est-ce pas une utopie dans le monde profane? Je peux répéter la question. Oui. Donc, je vais raccourcir en disant, est-ce que la franc-maçonnerie est un exil provisoire du je au profil du nous en fraternité? Et si cet exil est possible entre francs-maçons au moment des réunions, est-ce que cela est possible dans le monde profane? Alors, je ne dirais pas qu'il est un exil du je, parce que le je est indispensable pour exister. Mais il est un exil de l'ego, dans le sens de l'égoïsme. C'est plutôt ça, parce que finalement, c'est le je qui va jouir du nous, si je me permets cette expression. Parce qu'on ne s'efface pas dans le nous. Le nous, c'est un partage de chacun. Le nous est donc, c'est ma réponse. Hein, bien sûr, je n'engage que moi dans ma réponse. Mais c'est-à-dire que le jeu, alors c'est soit le moi dans le sens de l'ego du moi, mais c'est plus le jeu, je le verrais plus dans ce qui est du soi, c'est-à-dire de ce que je suis, l'être, l'utilité, l'accomplissement de ce que je suis. Et c'est l'accomplissement de ce que je suis qui va pouvoir me permettre de vivre en équilibre des relations à l'autre. Alors le nous, bien sûr, il fait partie du plaisir, mais le plaisir que l'on vit dans le nous, c'est bien nous en tant que personnes qui le vivons. Alors, je vais prendre la question suivante. Nous, francs-maçons, ne devrions-nous pas prendre toutes obédiences confondues un grand sujet d'exploration et de recherche sur le thème suivant, penser une nouvelle philosophie de la relation?
relation entre humains, entre vivants, et des humains vis-à-vis de la Terre, dont nous mesurons la fragilité. Question d'actualité. Complètement. Ben, oui, je pense qu'on doit pouvoir y réfléchir tous ensemble, mais je pense que c'est précisément un peu le sens de notre démarche. Alors après, je pense effectivement que on n'a pas arrêté pendant ces différents thèmes de parler justement de la relation à l'autre, de l'altérité et de l'identité. Donc, c'est bien une question sur laquelle on peut réfléchir à plein de niveaux et à plein de points de vue. Maintenant, effectivement, ce qui importe, c'est de voir qu'est-ce qu'on en fait et comment ça peut nous permettre d'être collectivement créatifs, précisément face à toutes les menaces que nous partageons tous sur cette terre qui n'est pas extensible et qui est pour tous les êtres humains qui sont présents. Je ne sais pas si je suis très claire dans ce que je dis, mais effectivement. Je pense que c'est ça, et pourtant Dieu sait que c'est un sujet de préoccupation qui est très peu évoqué dans nos loges. L'avenir de la planète, l'écologie, pour pas employer ce mot qui maintenant est un mot presque aussi vilain que le mot féminisme, et qui attire presque autant de résistance. Mais bon, c'est vrai que il va falloir réflechir notre société différemment, j'en suis sûre. Ça fait peut-être partie des prochains devoirs des francs-maçons, puisqu'ils doivent évoluer en fonction du monde dans lequel ils vivent, puisque les francs-maçons vivent dans le monde aussi, ils ne sont pas des incarnés. Merci, ma sœur. Noël. Alors, une question littéraire qui me séduit un peu. Robinson, privé de vendredi, pourrait-il se connaître lui-même sur son île déserte? Il pourrait être. Oui, enfin, ça c'est les premiers pas. Disons qu'il pourrait avoir la conscience d'exister. Parce que la conscience d'exister, elle nous vient effectivement de nos perceptions. Je pense à ça parce que j'essaye de réfléchir par rapport au bébé, parce que c'est quand même ma formation première. C'est bien parce que l'on ressent, que l'on sait qu'on existe. Donc, lorsqu'il est confronté dans son île déserte à la faim, à son intelligence créative qui va lui permettre de trouver les moyens de survivre, de se protéger, de se nourrir, il va avoir une conscience de son existence. Mais pour se connaître en tant que personne, émotionnellement, affectivement parlant, il a besoin effectivement d'une relation à autrui. Et c'est par le bon que peut lui transmettre l'autre, c'est par l'amour ou la reconnaissance que peut lui transmettre l'autre qui va pouvoir sortir d'une simple force de survie pour découvrir le plaisir et la reconnaissance d'être, et le plaisir d'être, et une certaine estime de lui-même. Pour ça, il lui faut l'autre, effectivement. Alors, la prochaine question, pardon. Qu'entendez-vous par l'universalité n'est pas la négation de la diversité? L'être humain aime plutôt vivre en meute pour avoir les mêmes comportements, les mêmes objectifs mesquins, ce qui entre en contradiction avec l'universalité. Ah. Bah alors, si on pense ça, effectivement, on n'a plus qu'à s'arrêter. Oui, mais c'est bien ce que je disais, c'est-à-dire que on revient à la théorie de Kant. Mais l'universalisme, ce n'est pas comment dire, si on se contente de vivre en meute et de vivre avec celui qui nous ressemble, on ne fait pas faire beaucoup de progrès à l'humanité. On ne crée qu'un monde de conflits et de divisions. Et c'est précisément contre ce monde de conflits et de divisions que les premiers francs-maçons ont rêvé d'autre chose.
Et c'est en ce sens que cette idée que nous partageons un destin commun est j'allais dire que c'est une conjugaison de nos singularités, que c'est l'universalité, c'est effectivement non pas une juxtaposition de nos différences et de notre diversité, mais c'est plutôt une rencontre de nos diversités. Et c'est parce que nous sommes dans la rencontre de nos diversités que nous pouvons à ce moment-là aller vers un universel. L'universel est un partage commun et un bien commun. Alors justement, pour poursuivre sur cette question de l'universalité, il y a cette question, la franc-maçonnerie peut favoriser une sorte de xénophilie sans renoncer à cette aspiration à l'unité du genre humain qu'on comprend dans l'idée d'humanité universelle? Voulez-vous que je répète la question? Si, mais j'ai dû réfléchir à ce que veut dire cette question. La xénophilie, donc, je pense que c'est dit comme l'amour de l'étranger. C'est un peu ça que ça veut dire. Ou de l'autre? De l'autre, oui. Mais si... répétez-moi la question. Pardon, je vais retrouver. La franc-maçonnerie peut-elle favoriser une sorte de xénophilie sans renoncer à cette aspiration à l'unité du genre humain qu'on comprend dans l'idée d'humanité universelle? Bon, effectivement, la question, c'est un peu redondant, les deux. C'est redondant avec ce que je viens de dire. Oui, absolument. Oui. Les deux parties sont assez redondantes. Oui, c'est ce que je viens de dire. Absolument. Noël? Eh bien, une question qui était un peu attendue. Peut-on découvrir l'altérité sans être dans la mixité? J'étais sûre que ça allait tomber. Alors, oui, je pense qu'on peut, bien sûr. Enfin, ça dépend de quelle altérité. Mais c'est vrai que c'est une vraie question, cette idée de la mixité. Bon, c'est vrai que ça a évolué et que notre société a évolué. Puisque maintenant nous sommes dans une mixité sociale qui n'existait pas au XVIIIe siècle, par exemple. Donc, alors après, qu'est-ce qui fait que l'on préfère être dans une franc-maçonnerie monogenre, dirons-nous, plutôt que dans une franc-maçonnerie mixte, par exemple? C'est autre chose que la mixité sociale. La mixité sociale, on la vit tous les jours. C'est-à-dire qu'elle fait partie de notre quotidien en général. Bon, moi, peut-être un peu moins maintenant que je faisais que de la gynécologie, mais j'ai quand même fait mes études de médecine, si je parle de moi, puisque je peux parler à partir de ma propre expérience. Comment dire? Donc, elle est là, mais autant finalement, comment dire, autant cette mixité finalement, elle a été quelque part, la mixité sociale, j'allais dire, elle a été concédée par les hommes, un peu. On va dire ça comme ça. Elle a été concédée par les hommes, mais au compte-gouttes d'ailleurs. Mais les femmes ont dû aussi prendre leur place d'une façon très, avec une certaine lutte, une certaine opiniâtreté, pour pouvoir sortir du foyer et rentrer dans le monde social. Après, ce qui se passe en franc-maçonnerie, c'est aussi une recherche du soi que l'on peut faire finalement entre hommes ou entre femmes dans un premier temps. Alors entre hommes, je ne sais pas si c'est vraiment utile parce que les hommes ont beaucoup été entre eux dans la société avant d'admettre les femmes. Mais pour les femmes, je pense que ça a été un passage nécessaire. Enfin, moi, personnellement, j'ai fait ce choix de ne pas être en mixité pour des raisons personnelles. Alors, je ne sais pas si je vais les exposer ici, mais effectivement, c'était pour moi déjà un peu me reposer de la lutte à laquelle j'étais perpétuellement soumise dans le monde professionnel.
Je me souviens que pour m'imposer en tant que femme, il a fallu que j'en fasse 2 fois plus que les autres, 2 fois plus de garde, 2 fois plus de force, 2 fois plus. Puisque je me souviens que lorsque j'avais même pas 30 ans et que j'étais interne en obstétrique, je me souviens du chef de service qui était un homme un peu trapu, qui, avec ses mécaniques, m'a regardé et m'a dit « L'obstétrique n'est pas un métier de femme. Il faut être un peu maquignon pour faire de l'obstétrique. » Alors, qu'est-ce que ça voulait dire? Il fallait savoir taper le cul des vaches. Bref, c'était quelque chose qui était un petit peu difficile à accepter. Et c'est vrai que le fait, en plus d'avoir des difficultés dans cette espèce de définition de qu'est-ce que ça veut dire pour moi être femme, c'était pas une définition facile. Et ça, c'est lié probablement aux relations que l'on peut chacun avoir avec nos propres mères et avec finalement une façon d'être femme qui nous est imposée par notre culture personnelle, notre famille. J'ai trouvé que cette découverte d'autres femmes qui arrivaient avec d'autres histoires, d'autres repères, des âges différents, ça m'a permis effectivement de me définir d'une façon beaucoup plus libre. Et puis la sororité, c'était une vraie découverte. Voilà, donc je pense que c'est un passage qui était important et qui permet aussi peut-être d'inventer un monde où on peut conjuguer nos luttes ou nos idées nouvelles pour ce que l'on veut apporter en tant que femme dans la société. Après, c'était vrai au début, c'est vrai que maintenant, au bout de 40 ans de maçonnerie, je vivrais une mixité de loges d'une façon beaucoup plus ouverte et plus simple parce que je suis claire avec moi-même. Mais je pense que la mixité imposée est aussi mauvaise que la non-mixité. Il faut que chacun puisse avoir le choix en fonction de ce qu'il cherche dans sa propre construction. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Mais... Si, merci. Noël Oui, Corinne, tu as évoqué la notion de progrès et un internaute demande si la notion de progrès qui vient d'être évoquée n'est pas une notion essentiellement européenne et relativement récente. Oui, alors après, oui, ça dépend sur quel plan on se passe. Bien sûr, oui, c'est une relation, c'est une notion européenne, mais d'accord. Bon, ont quand même épousé les autres peuples dans le sens que il vaut mieux. Oui, c'est une notion européenne, on va dire ça comme ça. Je pense. Si on se pense aux sociétés traditionnelles, effectivement, mais les sociétés traditionnelles ont aussi accepté le progrès quand on leur a proposé. Ce qui veut dire aussi alors ça dépend de quel progrès on parle. Est-ce que c'est le progrès social? Est-ce que c'est le progrès de l'individu? Bien sûr, je ne sais pas à quel niveau on peut se placer. Parce que le progrès de l'individu, bon, il est une notion de perfectibilité qui est commune à tous les êtres humains. Je pense que c'est une aspiration. Le progrès social, c'est autre chose. C'est du matériel. Je ne sais pas à quel niveau on peut placer le progrès. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu. Enfin, c'est comme ça que je... Alors, il y a une autre question sur la relation à l'autre. Donc, si je est un autre, la relation à l'autre que soi ne passe-t-elle pas d'abord par l'exploration, la reconnaissance, l'apprivoisement et l'apaisement de notre relation à nous-mêmes? Cela ne résoudrait-il pas des débordements égotistes responsables de tant de conflits, discriminations et autres pollutions? Bien sûr, c'est tout à fait ce que j'ai dit aussi. C'est vrai qu'on m'entend mal, donc peut-être... Mais si je veux le développer, oui, c'est ce que je pense. Dans le jeu est un autre, c'est-à-dire aussi que c'est une découverte interne. C'est ce que j'appelais l'altérité intérieure, c'est-à-dire cette dialectique à l'intérieur de nous-mêmes qui doit d'abord nous aider à composer
et à découvrir des choses de nous que nous ne connaissons pas. Et c'est à partir de ça que l'on peut être beaucoup plus clair pour aussi pouvoir s'engager dans une relation d'altérité extérieure. Oui, bien sûr, bien sûr. Je est un autre, je trouve que c'est une très belle phrase. Merci. William? Bon, j'ai noté une autre question. Quelle différence y a-t-il entre la démarche philosophique et la démarche initiatique? La franc-maçonnerie est-elle un lieu d'apprentissage et de proposition philosophique, ou bien est-elle un lieu d'une possible initiation? Ah, pour moi, radicalement, c'est un lieu d'initiation. Et c'est vraiment parce que il y a, bien sûr qu'il y a, comment dire, le raisonnement philosophique fait partie de la franc-maçonnerie, mais c'est avant tout initiatique. Qu'est-ce que c'est qu'une initiation? C'est une façon d'être confronté à des épreuves, et c'est à partir de ces épreuves que l'on va finalement mieux se connaître. Et alors évidemment, ce sont des épreuves ritualisées qui ne sont pas des épreuves des initiations traditionnelles, qui étaient physiquement beaucoup plus éprouvantes. Mais il y a de l'éprouvé, c'est-à-dire qu'il y a du physique, c'est-à-dire que le rituel, tel qu'il est, il nous structure intérieurement, il nous façonne. Il y a quelque chose de... C'est ce que j'expliquais aussi, on doit se mettre à l'ordre, on doit ne pas parler différemment. On est dans un lieu à part, un lieu hors du temps, hors de l'espace, ou dans un espace particulier, où effectivement nous sommes amenés à être perpétuellement dans une écoute, une confrontation, une remise en cause intérieure, une disponibilité à du nouveau, qui fait que c'est véritablement initiatique. Alors, tout ce que vous venez de dire est en effet exact. Alors, moi, comme je ne vois pas de nouvelles questions, je vais en profiter pour poser une question. Pourquoi, dans ce cas, la démarche maçonnique ne concerne-t-elle qu'une infime minorité d'individus sur cette planète, en tout cas dans la région européenne, même en France? Les francs-maçons ne sont pas très nombreux. C'est une vraie question. Ah oui, c'est une vraie question. Probablement parce que la franc-maçonnerie garde une image un peu sulfureuse, qu'elle a été longtemps décriée puisqu'elle était en fait un chemin de liberté et parfois de subversion. Donc elle a été persécutée même, hein, ce qui fait que bien sûr que les francs-maçons sont défiants et aiment rester dans, j'allais dire le secret, mais on sait bien ce qu'on dit dans le secret, je ne rentrerai pas dans les polémiques sur le secret, bien sûr, mais voilà, donc c'est vrai que donc c'est vrai que on pâtit de tout cela. Alors par contre, on sait bien que tous les êtres humains sont en quête, une quête spirituelle, une quête de questions. C'est bien pour ça qu'il y a une telle prolifération des techniques ou des mouvements de développement personnel ou de littérature sur le développement personnel, comme il y a un regain vers les religions, très important parce que les êtres humains cherchent à donner du sens. Alors c'est vrai que la religion, elle apporte une réponse toute faite, un sens facile, telle qu'elle est actuellement. Bon. Mais voilà, si on n'avait pas une si mauvaise presse, c'est bien pour ça que l'on fait maintenant des conférences, que l'on fait des conférences pour le public, qu'on publie des bouquins, et Dieu sait qu'il y a des bouquins maçonniques, pour essayer de pouvoir effectivement expliquer que ça peut être une solution pour ceux qui sont en quête. Merci. Noël, une question?
Oui, on nous demande si le progrès n'est-il pas une notion née des sociétés théocratiques, hein, qui est suivie d'un commentaire. L'idée du progrès n'est pas européenne. Progrès technique, non progrès scientifique, point d'interrogation. Progrès industriel. Donc, petit commentaire au passage, on peut développer. Point d'interrogation. Je suis sur, dites donc, je suis sur la sellette là. Je ne sais pas si je peux développer. Je ne sais pas si je peux développer. Comme je dis, je ne sais pas à quelle notion, à quel niveau on met le progrès. Là, c'est-à-dire qu'il faut développer ce qu'est le progrès scientifique. Je n'ai pas bien compris la question. Je pense que la personne qui a posé cette question voulait s'exprimer en disant qu'il y avait différentes sortes de progrès et qu'il n'était pas propre aux sociétés européennes, si j'ai bien compris. Je crois que c'est ça. Voilà. Et est-ce qu'on développe ou pas Disons que je pense que c'est au démarrage, tel que j'avais compris la première question, c'est que la notion de progrès était une notion européenne dans le sens qu'effectivement, dans les sociétés dites animistes, traditionnelles, chamaniques, etc., il n'y a pas la même notion de progrès au niveau du progrès technique, bien sûr. C'est pas ça qui structure la société. C'est au contraire une relation beaucoup plus forte à la nature, une interaction beaucoup plus forte à la nature et une façon pour l'être humain d'être un être relié. Voilà. Alors que dans la notion de progrès, on a la notion de pouvoir toujours aller plus loin, plus haut, pour trouver du sens, alors que finalement, dans les sociétés traditionnelles, le sens, il est dans la reliance. Il est dans la reliance à la nature et dans la compréhension de la nature. Voilà, c'est en ce sens que je voulais, que c'était cette opposition-là qui me venait. Le progrès technique étant parfois aussi peut avoir un revers, c'est-à-dire qu'effectivement, il peut au contraire effectivement entraîner une destruction de la nature ou une façon pour l'homme de vouloir devenir un maître de la nature plutôt que d'y être relié. Voilà, c'était ça, c'était ce sens péjoratif que l'on reproche parfois aux sociétés occidentales. C'était un peu ça que je voulais dire au démarrage. Très bien. Moi, j'ai un petit problème technique. Je crois qu'Alain Noël voudrait poser une question. Alors, puisqu'il y a un problème technique, il va en profiter pour poser sa question. Je n'ai plus personne. Merci. Alain Noël. Merci Marie-Thérèse. Je voudrais simplement rebondir sur une phrase qui m'a un peu surpris, qui correspond un peu à ce que je pense par moment. Corinne nous a dit qu'on avait perdu le sens de l'universalisme et elle s'est posé la question, sommes-nous devenus ringards? Textuellement, c'est la question que j'ai entendue. Sommes-nous devenus ringards? La question que je pose, c'est de savoir si nous sommes devenus ringards, quelles sont, en fonction de ce que pense Corinne, quelles sont les causes, quels sont les mécanismes qui ont fait que nous avons perdu le sens des Lumières, que nous sommes atteints par le désenchantement des Lumières? Et deuxième question, quelle solution à cela entrevoit-elle? Merci. Je pense que nous avons personnellement, enfin si nous sommes en franc-maçonnerie, c'est que nous n'avons pas perdu le désenchantement des Lumières et que nous croyons à la philosophie des Lumières. Maintenant, c'est la société qui est différente. C'est vrai que l'esprit des Lumières, lui, est devenu pour beaucoup ringard. On est dans l'idée effectivement dans l'idée des tribus, dans l'idée de se retrouver avec ceux qui se ressemblent, d'être dans des on parle effectivement des luttes communautaires.
en estimant d'ailleurs que, à travers ces luttes communautaires, celui qui ne vit pas la même discrimination n'a pas droit à la parole. Donc on est vraiment maintenant dans une comment dire, dans une espèce d'envers de l'universalisme. Voilà. C'est dans ce sens, finalement, qu'on se dit, qu'est-ce que cet esprit des Lumières est devenu socialement ringard. Mais moi, je le déplore, hein, je le déplore. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Mais c'est pourquoi nous devons toujours réaffirmer ce besoin de l'altérité, ce besoin de la rencontre, et ce besoin, j'allais dire, du partage des interculturel, voilà. Il n'est pas multiculturel, mais interculturel. Et justement, à ce propos, Corinne, tout à l'heure, tu nous as dit qu'un combat actuel pour la franc-maçonnerie serait celui du bien commun. Oui. Comment est-ce que tu verrais ce combat? Comment est-ce que tu l'envisagerais pour que la franc-maçonnerie trouve peut-être un nouveau souffle? Oh là, modestement, je ne vais pas apporter de solution personnelle. Et je pense que ça peut être effectivement une réflexion collective que nous devrions mener. Voilà, je pense que c'est une sensibilisation. Déjà, si nous pouvions avoir tous une sensibilisation au bien commun, ce serait pas mal. Mais voilà, et c'est à partir de cette sensibilisation qu'on pourrait essayer alors après, c'est toujours pareil. Est-ce que la franc-maçonnerie s'engage collectivement? Est-ce qu'elle forme des individus conscients qui vont chacun à leur niveau et dans leur activité sociale personnelle apporter cet esprit? Voilà, moi, si j'ai choisi l'autonomie en tant qu'obstétricienne, c'est parce que je voulais apporter une grande part d'humanité dans la naissance. Donc, c'était aussi en parallèle mon progrès maçonnique qui m'a aidé à humaniser la naissance, donc à chercher les moyens d'humaniser la naissance. Donc, j'ai appliqué quelque part ça à mon activité personnelle. Après, on a tous, chacun doit pouvoir trouver le biais qui va lui permettre d'apporter quelque chose au bien commun, quelque chose à l'amélioration et au perfectionnement de l'humanité en général, même si c'est un mot très pompeux. Voilà, on a chacun, il fait sa part. C'était une question qui était posée par un des internautes. Absolument. Et il y a une question un peu plus polémique peut-être qui dit que Corinne dit que l'initiation permet de mieux se connaître, mais n'est-ce pas en fait plutôt une manière de maintenir l'impétrant dans un rôle assigné comme dans des sociétés traditionnelles? Une réaction à cette question? Alors chacun le vit comme il veut. Je pense pas, je pense que c'est une liberté absolue. Non, pas du tout. Je pense que comment l'expliquer? Après, ça c'est un vécu intime et personnel. C'est très compliqué de pouvoir généraliser. J'allais dire la franc-maçonnerie, c'est une auberge espagnole, mais un petit peu. C'est-à-dire que on y trouve et on y apporte ce que l'on est et ce qu'on y cherche. Donc chacun la vit, comme ce que j'ai dit au début, un peu comme une boutade, il y a autant de franc-maçonnerie que de francs-maçons. Chacun la vit avec ses limites, ses problématiques. Voilà, c'est sa façon sa personnalité de départ et sa façon d'appréhender les règles, le rituel. Voilà, c'est donc je ne sais pas si j'ai un peu dévié, mais je ne vois pas répondre autre chose ni autrement. Et je me permets d'intervenir pour dire que dans le contexte du choix de ce thème de cette année de l'identité et de l'altérité, est-ce que justement, c'était un peu la question aussi du départ, est-ce que tu penses qu'il y a vraiment spécifiquement une identité maçonnique qui serait différente de toute autre forme d'identité? Est-ce la résultante
d'une évolution? Est-ce quelque chose qui se construit? Est-ce quelque chose que l'on fait apparaître à travers le travail sur soi, comme tu le disais? Est-ce dans le regard de l'autre que cette identité apparaît? Qu'est-ce que tu pourrais dire autour de l'identité maçonnique? Est-ce qu'elle existe ou est-ce que c'est une utopie? Pour moi, c'est une expression que j'ai du mal à comprendre et à verbaliser, l'identité maçonnique. Parce que j'ai dit moi-même, l'identité est un terme qui réducteur, en fait. C'est une assignation un peu d'identité. Alors, je dirais, il y a une spécificité maçonnique, peut-être, mais c'est différent d'une identité. Je ne sais pas ce que c'est que l'identité maçonnique. Je sais ce qu'est la franc-maçonnerie, enfin, ce qu'est ma franc-maçonnerie, telle que je la vis. Je sais ce qu'est la franc-maçonnerie pour le regard d'autrui ou dans la société telle qu'elle est vécue par l'autre, vécue par les autres, en bien ou en mal. Je sais quelles sont les spécificités de la démarche maçonnique, par la façon dont elle a été créée, qu'est-ce que cherchaient les fondateurs de la franc-maçonnerie, comme j'ai essayé de l'expliquer un petit peu. Voilà, mais après, j'ai beaucoup de mal avec le terme identité. Donc, je ne pourrais pas dire ce qu'est l'identité maçonnique. Je pourrais dire quelle est la dynamique maçonnique. Voilà. Mais est-ce que... Pardon. Oui. Est-ce que justement la démarche maçonnique, ma sœur, tu as dit qu'on avait plusieurs identités, que ces identités évoluaient. Est-ce que justement la démarche maçonnique, la franc-maçonnerie n'a pas la qualité de nous permettre d'y voir clair par rapport à cette identité et effectivement, on le sait, apprendre à se connaître soi-même, mais à s'accepter avec des identités évolutives? Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Oui. Bah, à la fois, on a des identités évolutives et à la fois, on retrouve quelque chose qui est de notre, j'allais dire du soi ou de notre essence intérieure, de ce qui est notre façon de nous présenter au monde, c'est-à-dire aussi d'être au clair avec la relation, précisément, et d'être au clair avec comment nous allons agir ou réagir lorsque nous sommes confrontés à l'épreuve ou à l'autre. C'est dans ce sens que, alors, est-ce que c'est une identité? Je ne sais pas, c'est plutôt ce que j'appellerais le soi, c'est-à-dire ce que nous sommes, notre être. William, il y a d'autres questions? Il y avait une question sur, à défaut de théoriser ou de définir l'identité maçonnique, disons comment dans une société reconnaît-on un franc-maçon ou une franc-maçonne? Enfin, donc mes frères et mes sœurs me reconnaissent comme tel. Mais alors qu'est-ce qu'on met derrière? Oh, ça fait partie des cartes à la crème. Mais on dit que peut-être que justement un franc-maçon, mais je ne sais pas si on reconnaît un franc-maçon ou une franc-maçonne vraiment. Est-ce qu'il faut se glorifier d'être différent? Je n'en suis pas sûre. Tous les humains ont leurs qualités et leurs défauts. On dit, et peut-être qu'on peut le dire, que une franc-maçonne sera plus à l'écoute ou sera plus enclin au dialogue, voilà, enclin à une certaine recherche d'harmonie dans la relation, voilà, un goût pour l'humanisme. Bon, on peut l'espérer. Après, nous sommes tous ce que nous sommes avec nos personnalités. Très bien, je crois qu'on arrive un peu au bout des questions, je pense, Noël et William. Absolument. Oui, sauf si vous avez, vous, une question personnelle. Non, je pense que notre sœur a répondu à de nombreuses questions. Oui. Alain Noël, tu veux intervenir, je crois? Peut-être donner quelques mots de conclusion pour terminer. Voilà. Je pense que d'abord remercier Corinne de son exposé, remercier les participants de nombreuses questions qu'ils ont posées, nos deux modérateurs,
Et puis revenir sur un point qui n'a pas été complètement abordé alors que la question avait été envisagée par Corinne. Elle a parlé d'Emmanuel Lévinas. Et d'un seul coup, elle a fait référence à la philosophie d'Emmanuel Lévinas, qui est la philosophie du tu, et non pas la philosophie du je, ni la philosophie du nous. Très curieusement, c'est quelque chose qui me semble très moderne. Reconnaître le tu dans l'autre, c'est-à-dire reconnaître, non pas l'alter ego, parce que l'alter ego, c'est reconnaître chez quelqu'un d'autre son propre ego, son propre égoïsme, mais par rapport à ce que disait Aristote, un allos autos, un autre autonome, peut-être que c'est ça la philosophie du tu de Lévinas, et je pense que la loge maçonnique nous apprend très précisément à reconnaître dans tous les autres un autre autonome, une autre conscience équivalente à la nôtre, et que l'apprentissage de cette reconnaissance de l'autre comme personnalité complètement autonome et différente de nous amène à reconnaître en dehors de la loge maçonnique, parmi tous les hommes et toutes les femmes, la même chose. Que l'on soit frère ou sœur en loge, on se reconnaît, mais que l'on soit frère ou sœur ou pas frère ou sœur dans la société, on est amené de la même manière à reconnaître la femme ou l'homme comme des autres consciences aussi libres que nous, parce qu'on en a fait l'apprentissage dans la loge maçonnique. Et là, il me semble que c'est à ce niveau-là qu'il existe une spécificité, pour ne pas employer le terme d'identité, qui gêne un peu Corinne, mais une spécificité maçonnique, une spécificité dans le domaine de l'initiation, dans le domaine de l'approche maçonnique qui est très particulière à la maçonnerie et qui n'existe pas dans d'autres sociétés initiatiques ou dans d'autres démarches philosophiques. Voilà ce que je voulais peut-être dire un peu comme mot de conclusion. Remercie encore Corinne Drescher-Lenoir de son exposé. Et puis vous donner rendez-vous dans la semaine prochaine avec manière très concrète quasiment la suite de ce qui vient d'être énoncé, puisque nous entendrons Eliane Bernard, qui est docteur en histoire, et qui va nous traiter dans 8 jours, jeudi 4 août, à la même heure toujours, le sujet de l'altérité à la fraternité. Et comment passe-t-on de l'altérité vive que l'on peut vivre en loge, de l'altérité que l'on vit dans tous les jours de sa vie dans le domaine profane, comment peut-on passer à la fraternité en loge, mais ce qui est beaucoup plus important, parce qu'en loge, que l'on soit frère ou pas frère, à la limite, ça n'intéresse pas le monde extérieur. Comment peut-on passer de la reconnaissance de l'altérité dans la société à la reconnaissance de la fraternité? Il suffit de se rappeler la question que Caïn répondait à l'Éternel qui lui demandait où était son frère Abel. Suis-je le gardien de mon frère? Eh bien, je pense que Eliane devra nous apporter sa part de réponse sur cette question fondamentale. Suis-je le gardien de mon frère? Merci à tous, à la semaine prochaine, bonne soirée, à bientôt. Merci Corinne, merci Noël et merci Emmanuel pour votre participation. Bonsoir à tous, à la semaine prochaine, au revoir.